Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je pense qu'on n'est pas loin des 100 participants et que on peut donc lancer la conférence si ça va à tout le monde. Bienvenue et merci à tout le monde de participer. Pour la conférence d'aujourd'hui, il s'agira du bracelet électronique et de s'interroger savoir si c'est un remède ou non pour la prison. Un numéro de Dedans Dehors avait été consacré à cette thématique-là en juin dernier, et c'est une question qui est d'une grande actualité, notamment parce que le 6 mars 2018, lors de son discours devant les élèves de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, donc l'ENAP, le président de la République, qui était à ce moment-là récemment élu, affirmait son intention, donc je cite, de repenser la protection hors les murs et en premier lieu par la détention domiciliaire sous surveillance électronique. En effet, durant le quinquennat, il y a eu deux grandes réformes législatives qui ont été votées, la loi de programmation de la justice et la loi de confiance dans l'institution en 2019 et 2021. Et chacune comportait des dispositions visant à encourager en tout cas le développement de la surveillance électronique, et notamment à travers la création d'une nouvelle peine qui s'appelait la détention à domicile sous surveillance électronique. Et du coup, ça a fait de la surveillance électronique non plus seulement une modalité d'exécution d'une peine de prison, mais une peine à part entière, plus spécifique et censée intervenir en alternative, en remplacement d'une peine de prison. Sans présumer de lien direct, l'essor de la surveillance électronique est incontestable. De 9 300 mesures en juillet 2020, on est passé à environ 15 000 mesures en janvier 2022. Donc on va aujourd'hui se questionner sur le bracelet électronique comme étant ou non une peine alternative vraiment à la prison, ou alors une solution miracle à la surpopulation carcérale qui depuis longtemps maintenant est contestée, notamment par le gouvernement, entre autres. Mais on va aussi s'interroger sur le dispositif concret et réel de cette peine et la réalité et l'expérience que ça peut recouvrir. Donc pour nous aider à répondre à ces questions, on a donc la chance de recevoir Camille Breneau, qui est donc étudiante en fac de lettres et journaliste, élue aussi au conseil d'administration de l'OIP et porteuse de bracelet. Et aussi avec nous Franck Olivon, géographe, qui lui a consacré sa thèse à la surveillance électronique qu'il a intitulée La prison chevillée au corps. Pour participer donc à la discussion, on a deux modalités. Tout simplement poser une question ou une remarque par écrit sur le chat général, dont j'essaierai de recenser au maximum pour pouvoir augmenter l'interactivité de la conférence. Et aussi demander à prendre la parole, notamment en utilisant le bouton main levée que vous trouvez donc à droite des petites icônes en bas, notamment deux positions après partage d'écran, si vous le voyez. Et notamment lors des moments dédiés de discussion qui seront précisés par moi-même. Du coup, une première question pour vous, Franck. Quand on parle de surveillance ou de bracelet électronique, de quoi parle-t-on concrètement? Merci de l'invitation pour commencer. Alors, l'expression générique bracelet électronique, elle recouvre en réalité une pluralité de technologies. Celle à laquelle on pense souvent, en premier lieu, c'est une technologie avec GPS. Alors, c'est une surveillance électronique qu'on dira mobile et qui permet de suivre en temps réel les déplacements d'un individu dans l'espace et éventuellement aussi de lui interdire l'accès à certaines zones ou certains lieux qui seraient repérés. Alors, cette technologie, elle existe en France, mais elle est assez peu utilisée dans la mesure où elle intervient vraiment pour des peines très lourdes. Plus récemment, on a vu apparaître un autre type de bracelet, dit bracelet anti-rapprochement, qui fonctionne aussi avec un GPS, mais qui n'est utilisé que dans le cadre des violences conjugales. Là, on va utiliser deux balises GPS, l'une qui est fixée sur l'auteur avéré ou présumé des violences, et puis l'autre qui est portée par la victime avérée ou présumée. Et puis, il y a une alerte lorsque les deux balises se rapprochent l'une de l'autre. Bon, même si cette mesure elle monte en puissance, elle reste aussi, elle concerne des volumes assez faibles de personnes. Finalement, la technologie la plus utilisée, c'est une technologie qui fonctionne sur le principe d'une surveillance par fréquence radio. Et cette technologie, elle permet seulement de repérer la présence ou l'absence de la balise fixée à la cheville de la personne porteuse lorsque cette personne se trouve à son domicile. Donc, très simplement, ça fonctionne sur le principe d'une assignation à résidence. L'individu doit se trouver chez lui sur certaines plages horaires qui sont définies par un magistrat. Mais attention, hein, avec cette technologie-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de GPS qu'il n'y a pas une restriction, en tout cas un contrôle qui s'effectue sur les déplacements de l'individu surveillé.
Finalement, on en a tous fait un peu l'expérience lors des confinements. Lorsqu'on a des horaires imposés de présence au domicile, eh ben, nos déplacements ils sont très largement contraints, restreints par cette obligation de se trouver à une heure donnée chez soi. Par conséquent, sur leurs heures de sortie, les porteurs ne sont pas complètement libres de se rendre où ils le souhaitent. Ils doivent maîtriser, contrôler d'eux-mêmes leurs déplacements. D'autant plus que les magistrats peuvent ajouter des interdictions de se rendre dans certains lieux ou dans certains territoires. Bon, alors si on se concentre sur ce dernier bracelet qui représente, c'est les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, qui représentent plusieurs milliers de personnes à un instant T, dans quel contexte est-ce que cette technologie intervient? Alors, il faut tout d'abord souligner, vous l'avez rappelé, vous avez rappelé les dates les plus récentes, mais que le cadre juridique il a beaucoup varié depuis 2002 et l'introduction de cette technologie en France. Finalement, tous les 4 à 5 ans, on a des modifications plus ou moins importantes de ce cadre juridique. D'ailleurs, moi, ce sur quoi j'ai travaillé est déjà obsolète. J'ai soutenu ma thèse en 2018 et donc je n'ai pas travaillé sur la DDSE, la détention à domicile sous surveillance électronique, mais sur ce qui s'appelait à l'époque PSE, placement sous surveillance électronique. Bon, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est un usage dans le cadre d'un aménagement de peine pour une personne, qu'elle soit libre ou incarcérée. Autrement dit, on a une peine de prison qui a été prononcée, qui est exécutée sous la forme d'un bracelet électronique. Alors, elle aurait pu être aussi exécutée sous la forme d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté, qui sont d'autres aménagements de peine, mais beaucoup moins utilisés que le bracelet électronique. Et finalement, comme un détenu, le condamné est écroué et bénéficie des mêmes droits en termes de crédit réduction de peine et de remise de peine supplémentaire. Alors, cet aménagement de peine, il peut être prononcé par la juridiction de jugement, donc on dit ab initio, mais en fait, le plus souvent, c'est le juge d'application des peines qui prononce cet aménagement. Bon, ça, c'est le cas le plus fréquent. Et puis, on va trouver d'autres possibilités. Donc, il y a notamment, depuis 2019, le bracelet électronique comme peine autonome en matière correctionnelle lorsque la prison est encourue. Depuis 2014, il y a aussi la possibilité d'être en libération sous contrainte avec un bracelet électronique. On peut être aussi en bracelet électronique dans le cadre d'une alternative à la détention provisoire. Et puis, on peut être sous bracelet électronique dans le cadre d'une probation, une mesure probatoire à une libération conditionnelle. Voilà, donc quand on parle de surveillance électronique, on parle d'un ensemble de dispositifs techniques et juridiques qui sont nombreux et même, je dirais, qui ont tendance à être de plus en plus nombreux. Et encore là, moi, je me suis restreint au cas français, mais voilà, on a de très grandes variations dans ce qu'on appelle bracelet électronique et surveillance électronique. Merci beaucoup, mais donc une question vient par la suite, c'est on entend souvent dans le discours, notamment gouvernemental ou juridique, que le bracelet, comme étant présenté en tout cas comme une alternative à la prison, ou qui pourrait remplacer le dispositif pénal et carcéral. Mais est-ce que ce discours est nouveau et surtout, est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, à l'origine, l'ambition, c'est effectivement de soulager les prisons françaises. Dans le rapport qu'il rend en 1989 et qui, pour la première fois, mentionne le bracelet électronique, Gilbert Bonnemaison fait du bracelet électronique une contrepartie à l'introduction d'un numerus clausus dans les prisons françaises, qui permettrait ainsi d'éviter la surpopulation carcérale. Quand on atteint ce numerus, eh ben, les condamnés sont mis sous bracelet électronique. Bon, ça c'était l'ambition initiale, ça n'a absolument pas été, ensuite de ça, c'est pas entré dans le droit par ce biais-là, ou avec cette logique-là. Globalement, il y a 3 fonctions pour le bracelet. L'idée, c'est effectivement de faire baisser la surpopulation carcérale. C'était aussi d'éviter la désocialisation induite par l'incarcération. Et alors, même si c'est moins directement assumé par les parlementaires, l'idée aussi, c'était de faire baisser les coûts de fonctionnement de l'administration pénitentiaire, puisque l'argument un petit peu qu'on retrouve assez fréquemment mobilisé, c'est qu'une journée en bracelet, ça coûte moins cher qu'une journée en prison. Alors, si on se concentre sur l'objectif d'une baisse de la surpopulation carcérale, puisque c'est ça votre question, il suffit de regarder les statistiques pénitentiaires pour se rendre compte que ça n'a pas vraiment marché. Pas plus d'ailleurs avec le bracelet qu'avec les autres peines en milieu ouvert. L'ensemble des mesures qu'on multiplie depuis la seconde moitié du XXe siècle, ça n'a pas véritablement permis de faire baisser la population carcérale, puisque si on prend un pas de temps qui fait 2005-2020, on a une augmentation de 21% de la population détenue, alors que c'est le moment où entre en vigueur le bracelet électronique qui surtout au début, a connu une croissance assez fulgurante.
En fait, le bracelet électronique, il a participé à ce que les scientifiques appellent l'extension du filet pénal, c'est-à-dire une croissance de la population judiciarisée, la population suivie par la justice. Alors, c'est un phénomène qu'on n'observe pas seulement en France. D'ailleurs, le terme, il est anglophone à l'origine. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que du fait de l'existence d'alternatives à l'incarcération, là où le magistrat pouvait avant se dire qu'il allait prononcer un sursis, il va avoir tendance à prononcer une peine ferme en se disant que de toute façon, elle sera aménagée via un bracelet, une semi-liberté, un placement extérieur, etc. Et même, ce qu'on pourrait avoir tendance à dire, ce que certains criminologues des pays anglo-saxons soulignent, c'est que avec des alternatives comme le bracelet, on peut avoir un effet de porte tournante. Là aussi, c'est la traduction d'un terme anglophone. C'est-à-dire que finalement, le non-respect des obligations figurant dans le cadre de ces alternatives peut vous conduire en prison. Donc finalement, il y a vraiment un effet de circulation entre la prison et ces alternatives. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, une question pour vous, Camille. Vous êtes vous-même sous bracelet, donc, et en ce qui vous concerne, déjà, de quel bracelet s'agit-il? Et puis, dans quel contexte et cadre juridique avez été-vous placé sous bracelet, tout simplement? Alors, pour ma part, Franck l'a mentionné juste à l'instant, moi, je suis en mesure probatoire en amont d'une conditionnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai connu la détention, j'ai fait de la prison, et le bracelet électronique m'a été posé, du coup, en cadre d'aménagement de peine, en mesure probatoire, c'est-à-dire pour une durée de 20 ans. Donc, je porte le bracelet électronique 1 an. Et ensuite, je serai placée en conditionnel, on me retirera le bracelet. Donc, c'est un peu le contexte. Et je pense que c'est important de le mentionner, puisque du coup, en effet, j'ai connu ce cadre de détention avant, ce qui peut-être aussi modifie un petit peu ma vision du bracelet par rapport à quelqu'un qui n'a pas connu la détention et qui a été placé sous bracelet directement à la barre en alternative à une mesure ferme d'enfermement. Donc voilà un petit peu mon contexte à moi. J'ai eu une situation judiciaire assez longue qui s'est un peu éternisée et donc on m'a posé le bracelet l'année dernière, et ça fait pratiquement 1 an. Là, on me le retire dans 1 mois, donc je suis presque au bout de la mesure, mais ça m'a laissé le temps un peu d'expérimenter la chose et de voir un peu comment ça marchait et les dysfonctionnements qu'il pouvait aussi avoir en interne. J'en profite d'ailleurs pour préciser que si quelconque questions subviennent, elles sont les bienvenues. Et moi, je me demandais d'ailleurs tout simplement au niveau, par exemple, du dispositif technique en lui-même, sur notamment la taille du périmètre, les horaires, etc., comment ça s'était passé, comment ça se passe encore aujourd'hui, etc. Alors, pour la taille du périmètre, en fait, ça dépend vraiment du domicile. Donc, je dirais que c'est très propre à chacun et c'est aussi là, je pense, le manque d'égalité. Clairement, pour ma part, j'ai la chance d'avoir un appartement à moi, ce qui fait que j'ai quand même cette liberté d'être chez moi quand bien même je suis dans mes murs, ça reste chez moi. Donc, en gros, il y a un surveillant qui vient au moment de la sortie de détention, qui vient à domicile avec un boîtier. Le système est un peu archaïque. On se demande au XXIe siècle comment c'est possible d'avoir un système un peu de la sorte. Donc, qui vient avec un énorme boîtier et en gros qui paramètre tout la surface du domicile. Donc, s'il y a un balcon, le balcon est pris en compte. S'il y a un jardin, le jardin est pris en compte. Donc là est aussi l'inégalité dans la peine, puisque bien évidemment, quelqu'un qui a la chance d'avoir un jardin, je ne dis pas que tout est bien, mais ça apporte un confort supplémentaire qui n'est pas le cas quand on est en appartement, ou même pour certains qui ont des bracelets électroniques dans des foyers où ils n'ont même pas, du coup, dans leur délimitation de bracelet, la douche, par exemple. J'ai connu ce genre de cas autour de moi. Donc là, ça peut totalement changer la réalité de la peine. Donc, ils viennent placer ça. La particularité dans mon cas, et je pense qu'il faut le mentionner, c'est important, je ne suis pas seule à porter le bracelet chez moi, il y a aussi mon époux. On est sortis en même temps et il porte également le bracelet pour 1 an aussi. Donc, on nous l'a posé le même jour, on nous le retirera le même jour. Et je pense que c'est essentiel à mentionner dans le sens où je le vis un peu comme une chance. On est 2 à avoir cette mesure-là, donc 2 à avoir des contraintes, mais ça permet aussi, je pense, de pouvoir s'épauler au quotidien, de vivre les mêmes choses. En ce qui concerne les horaires, c'est extrêmement aléatoire selon les régions, puisque les horaires déjà de prime abord sont décidés par le juge qui nous fait sortir de détention, comme moi j'étais en détention. Et donc le juge choisit les horaires qui sont généralement assez stricts, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment
juste calé sur les périodes de travail, avec très très peu de sorties. Le week-end, c'était, je crois, j'avais 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, enfin, c'était très très peu. Sauf que je suis sortie dans une région et une ville où la politique est un peu différente, où en gros il part du principe que sauf s'il y a faute de la personne qui est sortie de détention, les horaires sont plus larges, donc c'était à 8h, 18h la semaine, mais également le week-end. Donc ça permet quand même d'avoir une petite fourchette. Alors de prime abord, on se dit ouais, c'est génial, sauf que quand le bracelet dure dans le temps, et ce qui est mon cas, puisque 1 an c'est très long, le 8h, 18h, il commence à être très très, très difficile à vivre. Donc les horaires, c'est très aléatoire. Ils se calent vraiment sur le travail. Le travail est en fait la mesure sur laquelle on calque les horaires. Donc, il vaut mieux travailler, très clairement, parce que sinon, on ne sort pas de chez soi. Et l'à côté, c'est-à-dire la vie sociale, les contraintes de chez soi, aller faire les courses, aller à des rendez-vous administratifs, etc., ne sont pas vraiment pris en compte. Et c'est comme si tout ça ne comptait pas dans la réinsertion. Donc, pour tout ce genre de choses, il faut vraiment, vraiment demander des dérogations en permanent à nos conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont à l'extérieur. Donc, les demandes de dérogation sont très régulières. Voilà un peu pour les horaires. Ça marche, merci beaucoup. Alors, je viens de voir une question dans le chat que je peux vous lire. En alternative à la détention provisoire d'un mineur, la RSE est-il facilement acceptée et mise en place? Question complexe. De toute façon, les arceaux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça reste des mesures, c'est peu utilisé comme alternative à la détention provisoire. Dans les statistiques que j'ai pu, et en plus de ça, les statistiques pénitentiaires, elles fusionnent arceux et arsène, donc avec un GPS. Je ne saurais pas dire, mais c'est effectivement des petits volumes. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Merci. Moi, j'avais d'autres questions. Donc, pour vous, Camille, est-ce que, par exemple, le vécu de la crainte un peu perpétuelle des alarmes ou d'une épée de Damoclès qui surplomberait un peu le quotidien comme ça, comment il est ressenti et comment aménager ça de manière personnelle, etc. Alors là encore, je dirais que c'est vraiment propre à chacun. Nous, on est deux. Je dirais que mon mari, par exemple, ne vit pas du tout de la même manière que moi. Moi, quand je suis sortie, la crainte des alarmes était gigantesque. Vraiment, pour moi, c'était plus qu'une épée de Damoclès. Je pouvais vraiment en avoir des sueurs froides. Et les alarmes, il y en a beaucoup. Spécifiquement la nuit, à 3h du matin, quand on dort. Donc, je crois que nous, notre première alarme, ça a été le bracelet de mon mari. Même pas un mois après notre sortie, à 3h du matin, il y a le boîtier qui sonne. Et au final, le surveillant dit « Mais vous n'êtes pas chez vous depuis 3-4 heures, vous êtes à l'extérieur de votre domicile. » Alors, on a beau essayer d'expliquer que non, on était dans notre chambre et qu'on était là. Malgré tout, c'est notre parole contre la leur. Et malheureusement, c'est souvent leurs paroles auxquelles on donne du crédit. Donc, ça a été pour moi une grande angoisse dès le début parce que je me suis dit « Mais si c'est ça pendant un an, à un moment donné, on va en payer le prix. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'on nous croie quand on dit qu'on est chez nous et que c'est un problème du boîtier ou du bracelet. Donc nous, notre solution était assez radicale. Ça a été celle d'installer une caméra. Donc au bout d'un mois de sortie, l'année dernière, on a acheté une petite caméra qu'on a accrochée à notre plafond devant la porte d'entrée, qui est branchée 24 heures sur 24 et qui filme en fait la porte d'entrée. On est en étage, donc concrètement, il y a peu de chances qu'on sorte par la fenêtre. Et ce qui fait que à partir de l'heure à laquelle on est censé être à notre domicile, si la porte ne s'ouvre pas, si on ne nous voit pas sortir, comme elle filme en continu, c'est que nous sommes chez nous. Donc ça a été un moyen pour nous et surtout pour moi, je pense, de me rassurer et d'apprendre à vivre avec aussi, d'apprendre à vivre avec les alarmes et de me dire que de toute façon, on avait toujours une preuve avec nous. Donc voilà, ça a été un peu le moyen s'en protéger, mais c'est clairement une question et l'administration pénitentiaire sait pertinemment qu'il y a des bugs, puisque nous, on a eu la discussion plusieurs fois au téléphone en milieu de la nuit avec le surveillant du centre pénitentiaire qui nous appelait en disant mais on comprend pas, alors eux non plus, et puis ils nous disent de pas nous inquiéter, que ça arrive et que voilà. La difficulté, c'est après, c'est-à-dire qu'après, il faut se justifier auprès du conseiller pénitentiaire. Alors, c'est pas forcément l'autre qui nous appelle, mais qui vient nous demander des comptes, puisque eux font un rapport.
Et là, parfois, c'est beaucoup plus compliqué puisque, nous, on a eu le cas de oui, mais vous nous mentez, oui, mais non. Si, vous nous mentez, donc nous, on sait que vous nous mentez. À partir de ce moment-là, on va déclarer les choses comme ça. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué et on apprend à vivre avec. Je dirais qu'avec le temps, ça fait partie du quotidien. On s'habitue. Moi, le mien, j'ai dû le changer il y a moins de 2 semaines, puisqu'on m'a appelé très tôt le matin pour me dire que mon bracelet ne marchait pas et qu'il fallait que je vienne de toute urgence le changer. Personne ne m'avait appelé le week-end pour me dire que ça n'avait pas marché. Donc, il a fallu que je laisse tomber mon boulot dans la journée pour me rendre en urgence là où sont les SPIP pour pouvoir le faire changer. Donc on apprend à vivre avec. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et là, je viens de voir une autre question dans le chat qui du coup est adressée aussi à vous, Camille. Avec le recul, est-ce que le bracelet est un bon dispositif? Quelles sont les critiques les plus acerbes que vous pourriez faire? Et qu'est-ce qui serait mieux, évidemment, hormis la liberté totale, bien sûr, mais qu'est-ce qui serait le meilleur aménagement de peine? Je dirais que la problématique, en fait, c'est la même qu'en détention. C'est-à-dire qu'on parle d'individualisation de la peine, sauf qu'en réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus sous bracelet, c'est-à-dire que on nous fait sortir avec bracelet pour faire nos preuves, ce que j'entends, sauf que en fait le temps est inscrit d'avance. Il n'y a pas de négociation possible sur le temps en partie. Par exemple, nous concernant, c'est 1 an. 1 an, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que même si à terme, on voit bien que le 1 an de bracelet ne sert à rien, ce qui a été reconnu par nos SPIP respectifs, en disant que oui, bah là, aujourd'hui, bon, bah voilà, on travaille, on s'est réinséré, on fait tout ce qu'il y a eu à faire, on l'a fait, donc il n'y a plus grand-chose à faire de plus. Bah, malgré tout, voilà, c'est comme ça, c'est 1 an et on ne peut rien y faire. Donc, en fait, le gros problème est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisation de la peine, il n'y a pas véritablement d'accompagnement non plus dans les démarches, etc. Alors, nous, on a cette chance d'être assez bien entourés, donc on n'a pas trop eu de difficultés, mais je me mets à la place de ceux qui n'ont pas cette chance. Le bracelet, en fait, c'est ni plus ni moins que la prison à la maison qui nous sociabilise encore plus, puisque si on n'a pas des proches qui sont au courant forcément qu'on a un bracelet, c'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas sortir, qu'on est bloqué tout le temps chez soi, etc. Donc, c'est très compliqué. En gros, en prison, on est enfermé, on regarde le monde se passer, mais on est de toute façon privé de liberté. Là, on est à l'extérieur et c'est un peu comme si on regardait le monde tourner sans véritablement en faire partie, mais en même temps, il faut en faire partie parce qu'il faut se réinsérer. C'est un peu schizophrénique, je trouve, comme concept, et ce qui manque véritablement, c'est l'individualisation. Comme en prison, en fait, je trouve que le problème se répète, et véritablement un suivi de la personne en fonction de la personne, et en fonction des risques, en fonction de la peine, en fonction du pourquoi, du comment, de ce qu'elle fait dehors et ce qu'elle prouve. Je pense que ça serait l'important. En fait, le bracelet aujourd'hui est devenu la mesure, Franck le disait, on met un bracelet, c'est facile, c'est automatique, voilà, bracelet, hop, ça sécurise. La réalité, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Et c'est très compliqué de s'insérer même professionnellement. Avec un bracelet, quand on a des horaires, qu'on doit faire des heures sup. Nous, avec notre bracelet, on peut difficilement faire des heures sup, mais c'est un peu compliqué à expliquer à un patron qu'on ne peut pas faire des heures sup. Donc voilà, c'est tout l'aspect, et je pense que c'est ça qu'il faudrait véritablement, le sujet sur lequel il faudrait se pencher en ce qui concerne le bracelet électronique. Merci. Alors là, je viens de voir un échange dans le chat, donc j'en profite pour le dire à voix haute pour que tout le monde en profite. La question, c'était est-ce que les porteurs de bracelets ou les porteuses de bracelets sont sous écrou ou ont un numéro d'écrou? Franck donc a répondu oui, et on a une réponse complémentaire que effectivement c'est une mesure sous écrou lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine, mais la loi de programmation de la justice a créé une détention à domicile sur surveillance électronique, peine qui, elle, n'est pas mesure sous écrou. Donc peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Sinon... Non, c'est tout à fait ça. Simplement, la détention, la DDSE peine reste encore peu prononcée. Alors, ça peut s'expliquer notamment par le fait que finalement, cette DDSE peine, elle a été créée juste avant la crise Covid et que ça a forcément un petit peu parasité le fonctionnement de la justice. Cela dit, ce qu'il faut bien voir, et c'est la même chose finalement pour l'aménagement de peine ab initio, c'est qu'en fait, pour un juge correctionnel, c'est assez difficile de prononcer un bracelet électronique dans la mesure où il manque souvent des éléments pour arriver à savoir où la personne réside. Enfin, le temps du procès n'est pas forcément un temps où on peut arriver à maîtriser facilement ces différentes exigences qui vont conditionner le bracelet électronique. Donc souvent, ce que préfèrent faire les magistrats, c'est renvoyer ça au juge d'application des peines. Voilà.
Après, on va voir au fur et à mesure des années, peut-être que ce que je viens de vous dire là sera contredit par le futur, hein, peut-être que dans le futur, la DDS Open se multipliera. Mais pour l'instant, ça reste des volumes qui sont assez faibles. J'ai regardé en octobre dernier, c'était 1 millier de personnes à peu près qui avaient un DDS Open, alors qu'on était à 12 000 DDSE en aménagement de peine, ou 13 000, je ne sais plus exactement les chiffres, mais vous voyez, le ratio était très différent. Et effectivement, d'aménagement de peine, par contre, on est écroué, et donc on doit, c'est ce que j'avais demandé à Camille, c'est ce que la personne sous surveillance électronique doit porter sur elle un billet de sortie, parce qu'elle est considérée comme étant dans un établissement pénitentiaire à l'instant T. Voilà. Merci beaucoup. Je viens de voir encore une autre question pour Camille aussi. Qu'est-ce qui a manqué le plus pour aider votre réinsertion, votre insertion, hormis les horaires imposés par le bracelet? Alors, encore une fois, c'est compliqué de me fixer à mon cas, dans le sens où je pense avoir eu de la chance et d'être entourée, d'avoir pu bénéficier d'aide extérieure. Toutefois, il est vrai que quand on sort, qu'on a passé une courte ou longue période, hein, d'ailleurs en détention, tout est à recommencer, par exemple, de manière administrative, tout simplement. Partons déjà de cette base-là. On est encore écroué, en même temps, on est dehors. Donc, il faut se déclarer à tout plein d'organismes, dire qu'on est sorti, mais qu'en même temps, on n'est pas véritablement libre, puisque, comme dit Franck, on est sous écrou. Et c'est toute une particularité. Et sur ce point-là, on n'est absolument pas accompagné. Je prendrai juste l'exemple, par exemple, de la sécurité sociale. En fait, quand on est détenu, on est écroué dans une caisse primaire d'assurance maladie spécifique qui se trouve dans le Lot. Voilà, on ne le sait pas forcément, mais c'est le cas. Et quand on sort, on a besoin d'être rapatrié là où on vit. Donc, on fait la demande là où on vit, etc. Et ça peut durer des mois, parce qu'il se trouve que là, généralement, le lieu de domicile actuel ne fait pas les démarches. Il faut contacter la sécu de l'endroit où on est en détention et faire une démarche administrative par mail pour que les choses se fassent. Enfin, c'est très long, c'est très compliqué, mais personne ne l'indique en fait. Personne ne peut accompagner, les conseillers pénitentiaires, personne. Donc, c'est-à-dire que si on ne fouille pas et qu'on ne cherche pas par un heureux hasard quelqu'un qui nous dit « Ah, mais tiens, c'est là qu'il faut envoyer », c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, l'administratif est très compliqué. Et puis, tout simplement, pour respecter les obligations qu'on nous a données aussi, je trouve que, par exemple, une obligation de soins, trouver un psy aujourd'hui de nos jours est très compliqué, notamment les psys dans les groupements où on n'a pas avancé les frais, etc. Dans les CMP, par exemple. Et quand on est dans des grandes villes, il n'y a pas de place. Et quand bien même on a une obligation judiciaire, on ne peut pas aller voir de psy puisqu'il n'y a pas de place. Sauf que c'est une obligation judiciaire. Donc, on est obligé et contraint de prouver qu'on y va. Sauf que quand on sort de prison, on n'a pas forcément 50 € à mettre dans un psy. Alors, aujourd'hui, maintenant, le gouvernement a mis des dispositifs qui permettent d'avoir accès à des séances de psy, etc. Mais ce n'était pas forcément le cas. Et là-dessus, par exemple, on n'est pas du tout accompagné. C'est-à-dire qu'on doit fournir les justificatifs, mais on ne nous dit pas comment est-ce qu'on fait pour trouver tout ça. Et en sachant qu'à côté, bien évidemment, il faut gérer le travail ou la formation si on est en formation, avec les horaires, comme vous le disiez. Donc voilà, je dirais que là-dessus, en effet, il y a un vrai manque. Et encore, je m'estime assez chanceuse, dans mon cas à moi, de pouvoir être entourée, mais je sais que pour beaucoup, c'est parfois très compliqué. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour Franck. Donc, comment l'expérience de Camille peut faire écho aux observations que vous avez pu faire dans votre travail de recherche? Il y a plein de choses que Camille a dites et qui sont tout à fait qui font écho à la règle générale. Oui, donc effectivement, il y a des grandes différences entre les placés dans la configuration des lieux d'assignation, Camille l'a dit, dans les superficies. Voilà, on a des choses très différentes. Moi, j'ai vu de la chambre de foyer, effectivement, de CHRS jusqu'à des villas de 3 étages avec jardin. Donc, c'est très variable. Vous avez des grandes variations aussi dans les horaires d'assignation. Et donc, ça renvoie à la possibilité pour chacun de se déplacer. Alors, ça dépend des situations professionnelles et familiales, ce qu'a dit Camille, mais je voudrais introduire un autre élément de variation qui est lié au territoire dans lequel on va dire. Elle en a parlé, Camille, du fait que selon les territoires, en fait, les politiques appliquées par les juges d'application des peines et les services pénitentiaires ne sont pas exactement les mêmes. Grosso modo, on sait que plus le territoire va être un territoire rural, donc moins il va y avoir de placés, plus on va avoir tendance à avoir des horaires restrictifs, parce qu'en fait, on a du personnel pour gérer les alarmes. Dans les grandes villes, c'est compliqué de gérer les alarmes, donc on va avoir tendance à élargir un peu les horaires, parce qu'en fait, sinon, on ne s'en sort pas. Si on
résume. Alors après, il y a aussi, il faut prendre en compte aussi les variations personnelles en fait, d'un CPIP, d'un conseiller pénitentiaire ou d'un JAP à l'autre. Ce que disait Camille là, sur la prise en compte des loisirs, moi je nuancerais un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi des CPIP et des juges d'application des peines qui se montrent attentifs en fait, à permettre le maintien d'activités, notamment l'activité parentale, hein, c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup, mais aussi la pratique sportive. Voilà, ça dépend. Là, il y a des grands facteurs de variation qui dépendent en fait, tout simplement du hasard, de la personne que vous voyez attribuer pour le suivi de votre mesure. Voilà. C'est un petit peu voilà, c'est un élément de variation sur lequel on n'a pas la main. Camille a aussi un petit peu évoqué, il y a des variations dans le statut au domicile. Être chez soi ou hébergé, c'est absolument pas la même chose, parce que quand on est hébergé par un tiers, on est dépendant de ce tiers. Si le tiers qui est appelé maître des lieux dans le code, si le maître des lieux décide de retirer l'autorisation d'hébergement de la personne, ben vous êtes incarcéré. Ou alors il faut trouver une autre solution. Et voilà. Donc vous vivez quand vous êtes hébergé par un tiers, vous vivez sous la dépendance de ce tiers tout au long de votre peine. D'autres facteurs de variation, il y aurait aussi l'âge et la situation familiale. Alors, Camille l'a dit, ce qui est aussi intéressant, c'est la capacité de l'entourage à accompagner la mesure. Là, en plus de ça, c'est facilité par le fait que vous êtes deux à porter un bracelet. Ça change aussi beaucoup les choses. Et puis, l'âge et la situation familiale, c'est aussi le fait d'avoir ou non des enfants. Parce que finalement, quand on a des enfants, la restriction de la vie sur l'espace domestique est moins contraignante, puisqu'elle en fait, elle est un peu forcée de toute façon par la présence des enfants. Que quand on n'a pas d'enfant, où là, pour le coup, c'est très contraignant, parce que ça coupe toutes les sociabilités qui peuvent être extérieures. Malgré ces différences, il y a deux choses qui ressortent et sur lesquelles je voudrais insister. C'est chez à peu près tous les placés que j'ai vus, c'est l'impression de vivre une expérience qui n'est pas complètement carcérale, mais en même temps qui n'en est pas si loin que ça. Et notamment, ce qui produit cette impression, et ça, Camille l'a dit, c'est le fait de devoir en permanence se justifier, expliquer ce qu'on a fait, donner des preuves, donner des gages de ce qu'on est en train de se réinsérer. Et il y a une infantilisation, c'est un terme que j'ai plusieurs fois entendu des placés mobilisés, une infantilisation qui, au fur et à mesure, devient assez difficile à supporter. C'est ce qui fait qu'au bout de 9 mois, généralement, les magistrats essayent de faire évoluer vers une autre mesure parce que ça devient très difficile à supporter. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que paradoxalement, et ce qu'a dit Camille fait aussi écho à ça, hein, paradoxalement, beaucoup ont l'impression que finalement, la technologie n'en dit pas assez sur eux. L'information finalement que produit un bracelet électronique, elle est très pauvre, elle est binaire. C'est chez soi, pas chez soi. Voilà. Ça ne dit que ça, un bracelet électronique. En plus de ça, comme l'a rappelé Camille, il peut y avoir des dysfonctionnements. Du coup, finalement, le bracelet électronique, il ne dit pas grand-chose d'un éventuel processus de désistance, c'est-à-dire de sortie d'une carrière délinquante, d'une réinsertion éventuelle en fait, du condamné. Le bracelet ne dit rien de tout ça. D'où, moi, ce qui m'a frappé, c'est que plusieurs des placés que j'ai rencontrés m'ont dit que finalement, ils auraient préféré être avec un bracelet avec GPS, parce qu'avec un bracelet avec GPS, on aurait pu voir, le conseiller pénitentiaire aurait pu voir qu'il respectait complètement, non seulement qu'il respectait la peine, mais qu'il respectait la loi, qu'il respectait finalement la morale, qu'ils étaient complètement sortis d'une carrière délinquante. Et finalement, ça fait un peu écho à ce que Camille et son compagnon ont fait en installant une caméra. C'est-à-dire qu'il faut, la technologie, elle ne suffit pas à dire quoi. Il faut rajouter quelque chose pour faire la preuve que véritablement, on est complètement en adhésion en fait, avec les exigences de la justice. Voilà, donc c'est une technologie qui en dit trop, ce qui fait qu'on doit se justifier, et en même temps qui n'en dit pas assez, ce qui fait qu'on doit constamment faire la preuve de sa réinsertion. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on a pu voir avec vos deux interventions qu'effectivement, le bracelet électronique, c'est quand même une mesure qui ne peut pas seulement être réduite à une peine alternative à la prison, et vous avez pu rendre compte en tout cas de toutes les aspérités de ce dispositif-là et de toute la complexité du vécu que ça peut avoir. Il y a eu pas mal de questions donc, dans le chat maintenant que je me propose de vous faire le relais. Alors, déjà, voilà, quels sont les critères pour avoir droit ou être éligible à un bracelet électronique? Déjà, il y a un critère essentiel qui est celui d'avoir un logement, de pouvoir proposer un logement, que ce soit le sien, que ce soit celui d'un tiers, mais il faut pouvoir donner une adresse
aux magistrats pour pouvoir être placés sous surveillance électronique. C'est ce qui va faire notamment la différence entre les gens qui vont être en semi-liberté et les gens qui vont être en bracelet électronique dans un aménagement de peine. Voilà, tous ceux qui ne vont pas pouvoir proposer d'adresse, si la peine est aménagée, elle sera aménagée par une semi-liberté parce que c'est un prérequis en fait, pour pouvoir avoir un bracelet électronique. Ensuite de ça, il y a des conditions qui sont des conditions disons, plus sociales. Alors, ça a une tendance à s'élargir. Au début, il fallait pouvoir proposer un emploi. Progressivement, on a élargi ça à l'exercice de l'activité parentale. Et même aujourd'hui, c'est tout projet de réinsertion. Donc, là, les conditions sont un petit peu ouvertes, même si ça reste à l'appréciation du magistrat de décider ce qui peut être un projet sérieux d'insertion, de réinsertion. Voilà. Comme condition, je vois principalement ces deux-là. Peut-être qui m'échappe. Si j'en vois d'autres, je reviendrai dessus, mais là, comme ça, Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Une autre question aussi qui est dirigée aussi plus particulièrement sur Camille, mais alors qu'est-ce qui... alors celle-là, il me semble qu'on l'avait déjà posée, oui. Ah oui, est-ce que vous pensez du coup que le port du bracelet a eu réellement un effet dissuasif eu égard de votre expérience? Alors, c'est difficile à répondre parce qu'encore une fois, c'est l'expérience de chacun. J'estime que quand on fait une peine, c'est chacun a ses raisons, de la délinquance ou non. Pour ma part, c'est une peine spécifique qui n'est pas lieu dans la délinquance, donc il y avait déjà peu de risque de récidive derrière. Donc en soi, le bracelet ne change strictement rien à ça. Ça avait été d'ailleurs reconnu par la justice elle-même au moment de l'aménagement de peine. Pas de risque de récidive dans mon cas. Donc je peux difficilement répondre à cette question. En tout cas, dans ceux que je connais, parce que je fais aussi partie du coup de l'OIP, donc j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, même moi des gens que j'ai connus et qui sont aujourd'hui sous bracelet, qui ont vécu le bracelet. Je dirais que ça dépend véritablement des profils. Je pense que Franck l'a dit, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'âge. Pour les personnes très jeunes qui sont porteuses de bracelets électroniques, ça a tendance à vite faire péter les plombs, vulgairement, je dirais. Donc ça, je trouve que ça dépend véritablement, puis ça dépend aussi de la réinsertion, c'est-à-dire que si la réinsertion se fait dans un cadre complet avec l'accès à un travail aussi que l'on a choisi, qui nous plaît, etc., je pense que oui, ça peut être dissuasif, mais c'est très propre à chacun. Et le souci, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'individualisation de la peine n'existe pas trop et pas non plus sous bracelet. Donc, c'est un peu compliqué à jauger. Merci beaucoup. Et une autre question aussi, notamment sur le rapport à la récidive et le bracelet électronique. Est-ce que vous avez quelques informations par rapport à ça, tous les deux? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des études, il y a pas mal d'études en criminologie là-dessus. Le problème, c'est de savoir à partir de quand est-ce qu'on considère que quelqu'un n'a pas récidivé et finalement, quelle est la borne temporelle qu'on retient, 5 ans, 10 ans, jusqu'à la mort. Enfin, voilà. Donc, c'est compliqué véritablement d'avoir disons que la plupart des études tendent à montrer que il y a effectivement une moindre récidive des gens qui ont eu un bracelet électronique. Il y a aussi le fait, il faut bien voir que il y a un effet de sélection, c'est-à-dire que les gens qui sont en bracelet électronique, c'est disons, des gens qui ont été plutôt triés en amont. C'est moins le cas aujourd'hui, mais disons que dans les études qui datent du milieu des années 2000-2010, en fait, c'était des gens qui étaient extrêmement sélectionnés. C'était ceux qui présentaient le plus de garanties de réinsertion, donc le moindre risque de récidive. Donc voilà, c'est assez compliqué à mesurer. La plupart des études tendent à montrer que oui, il y aurait une plus faible récidive des porteurs de bracelet. Et aussi, une question un peu technique, c'est quelle est la fréquence des rencontres avec le conseiller pénitentiaire hors problème particulier? Alors là, c'est pareil, ça dépend véritablement, je pense, du conseiller pénitentiaire. On peut varier du rendez-vous toutes les semaines. Alors pour ma chance, j'ai la chance d'avoir une conseillère pénitentiaire qui est assez cool, qui a, comme je dirais souvent, de la bouteille, et je trouve que ça fait beaucoup de différence chez les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Je trouve que quand ils ont beaucoup d'années d'expérience, ils ont aussi cette habitude-là, donc ils jaugent en fonction des profils, et pour le coup, eux, dans les rendez-vous et la manière de le gérer, je pense qu'ils essayent aussi de faire un peu d'individualisation de la peine. Sinon, je pense que d'ailleurs, ça serait ingérable là où il y a beaucoup de personnes placées sous bracelet. S'il fallait faire les voir
voir tous une fois par semaine. Donc, pour ma part, je la rencontre à peu près une fois tous les 2 mois. On peut échanger par mail quand il y a besoin, notamment lorsque j'ai besoin de dérogations ou personnelles ou professionnelles. Mais c'est ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est aussi de l'humain, donc ça dépend de l'humain qu'on a en face de nous. Merci beaucoup. Alors, on a un témoignage, il me semble, c'est à Rouen, notamment, les magistrats correctionnels n'hésitent pas à prononcer des DSE, notamment en comparution immédiate, pour peu que l'on justifie des pièces sur le lieu où s'effectue la mesure. Et depuis 1 an, à peu près 1 an et demi, donc la personne trouve que cette mesure est plus régulièrement prononcée. Est-ce que c'est une exception locale ou non, tout simplement? Il peut y avoir ces principes dans le droit, il peut y avoir des localismes. C'est pas impossible qu'à Rouen ce soit le cas. J'en sais rien, je ne connais pas le cas de Rouen. Moi, ce à partir de quoi je juge, c'est vraiment les statistiques à échelle nationale et ça reste quand même encore minoritaire. Cela dit, effectivement, c'est une mesure qui est nouvelle. Donc, comme toujours, il faut le temps que les magistrats s'en saisissent, se rendent compte qu'ils peuvent le faire. Ça tient aussi beaucoup à l'activisme des SPIP et notamment des directeurs de SPIP qui vont aller promouvoir auprès des magistrats la possibilité de prononcer des DSE peine. Donc voilà, peut-être qu'à Rouen, on a un des SPIP qui est très investi et qui est allé faire la pub auprès des magistrats. Voilà, peut-être que c'est juste que progressivement les magistrats sont en train de s'en saisir et ça, ce serait valable partout. Il peut y avoir aussi un magistrat à Rouen qui est très convaincu, lui-même tout seul, de la pertinence de mettre des bracelets électroniques peine. Voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment une exception locale. En tout cas, pour l'instant, si on regarde juste les statistiques à échelle nationale, ça reste minoritaire. Alors, on a aussi une remarque qui peut peut-être susciter d'autres remarques, mais pour les JAP, le bracelet électronique permet de continuer à effectuer une peine. Il rappelle que ce n'est pas de la liberté, donc que c'est difficile de l'améliorer, mais un bracelet électronique sans accompagnement à l'insertion, c'est cata. Est-ce que peut-être il y aurait un retour, notamment par rapport à ça, de peut-être Camille ou même vous, Franck? Moi, je dirais juste là-dessus, de ce que je comprends de la question, que c'est en fait un point essentiel. C'est-à-dire qu'on a une augmentation, alors ça s'est un peu stabilisé dans le courant des années 2010, mais on a une augmentation très rapide des bracelets électroniques. Et vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cet argument de dire un bracelet électronique, ça coûte moins cher que la prison. Bon, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on évalue le coût d'un bracelet électronique et surtout comment est-ce qu'on compare au coût de la prison. Ce qui est certain, c'est que le bracelet électronique, il ne faut pas prendre en compte simplement le coût de l'objet matériel. Ce qui est important dans le bracelet électronique, c'est toutes les personnes qu'il y a autour, qui accompagnent, en fait, qui suivent, tous les gens, les surveillants pénitentiaires qui sont au téléphone, ceux qui vont installer les dispositifs, échanger quand il y a un problème, le boîtier ou le bracelet. Il faut les CPIP, il faut des magistrats. Bref, ça suppose des ressources humaines, en fait. Et peut-être que c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que les ressources humaines ne sont pas forcément vraiment, pour l'instant, mises en rapport, si vous voulez, avec le volume de personnes placées sous surveillance électronique pour faire un accompagnement qui soit un vrai accompagnement. En tout cas, c'est ce que disent les conseillers pénitentiaires. Ils expliquent que vraiment, en fait, ils sont mobilisés par énormément d'alarmes et ils ne sont pas assez nombreux pour à la fois gérer les alarmes et pour faire de l'accompagnement nécessaire auprès des personnes qui sont placées sous surveillance. Voilà, je ne sais pas ce que Camille, tu peux... Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un vrai manque de personnel. Les SPIP le disent eux-mêmes. Et en fait, le manque est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'en amont, la réinsertion, ça se prépare. On ne sort pas du jour au lendemain quand on est en détention. C'est la même chose. Il y a un manque criant de personnel. La surpopulation carcérale n'aide bien évidemment pas. Et il n'y a pas d'accompagnement nécessaire, c'est-à-dire de logement, d'emploi, de formation, enfin, que sais-je. Il y a 10 000 tonnes de choses à faire qui n'est pas fait. Et à partir du moment où on sort, en effet, c'est la même chose. Les CPIP ne sont pas assez nombreux. Ils ne peuvent bien évidemment pas accompagner assez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est très bien d'être placé sous bracelet, mais c'est un peu comme la prison. Je lisais tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait oui, c'est une punition. Alors oui, certes, mais qu'est-ce qu'on fait de cette punition? Est-ce que véritablement on pense juste punition? Est-ce qu'on essaye de se dire qu'il faut que ça soit constructif et que pour la société comme pour la personne condamnée elle-même, il faut qu'il y ait une réinsertion derrière? Et qu'est-ce qu'on entend par réinsertion? Je trouve que c'est un mot qui est suremployé de nos jours et derrière lequel on ne met pas grand-chose. Et
Et je pense qu'on ne peut pas juste penser punition, qu'il faut aussi penser au-delà, et que malheureusement, le personnel manque, et qu'en effet, le bracelet coûte moins cher, mais qu'il faudrait très certainement beaucoup plus de moyens pour l'accompagner et pour que celui-ci prenne vraiment sens dans la société. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un derrière ses murs de maison et de lui dire « Ok, va travailler de temps en temps, puis le reste du temps, subis ton truc et attends que ça se passe ». Il faudrait que ça soit véritablement constructif. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est constructif? J'en suis pas certaine. Je pense que ça dépend véritablement de chacun et ça devrait pas dépendre de chacun. Et ça devrait pas être une chance ou que sais-je. Donc oui, un manque de personnel énorme et le bracelet devrait être pensé au-delà de juste le bracelet. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour rappeler que s'il y a notamment des témoignages de personnes qui s'y connaissent éventuellement ou qui sont concernées par ces mesures, c'est tout à fait envisageable de participer à l'échange de manière orale aussi. Et dans ce cas-là, on peut donner la parole par l'intermédiaire du dispositif de visioconférence. En l'occurrence, il me semble que j'ai vu tout à l'heure quelqu'un ou quelqu'une qui s'appelait Valérie, peut-être, lever la main. Je voulais savoir si c'était d'actualité pour parler ou si c'était plus une erreur. Et dans ce cas-là, on peut passer à d'autres questions. Oui, elle veut parler, visiblement. Donc, je crois qu'on va vous donner la parole rapidement. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cette session. Je suis historienne et je travaille sur le tatouage judiciaire. Et en fait, c'est une question Donc, le tatouage judiciaire, je résume, si on pense à Michel Foucault qui rappelle que le corps est surface d'inscription de la peine. En fait, au XIXe siècle, beaucoup d'administrations pénitentiaires tatouaient les détenus pour ensuite charger un peu plus en cas de récidive. Et alors, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que le bracelet électronique, qui est donc une manière d'inscrire la peine dans la peau, le droit dans la peau, est-ce que, alors la question, elle vaut bien sûr pour Camille, mais aussi pour Franck, est-ce que vous diriez que cette technologie qu'on inscrit dans le corps est un stigmate? Parce que le tatouage judiciaire, c'était évidemment vécu comme un stigmate. Parfois, on les cachait, parfois, on les montrait, mais c'était aussi une incision dans la peau. Et donc, la question peut-être à Camille, si elle veut répondre, bien sûr, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que ce bracelet? Est-ce que, elle l'a bien rappelé, ça peut, avec un patron, ça peut être très gênant, ça peut être un stigmate, quoi, une marque très, très dommageable pour la réinsertion. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Oui, il est certain que c'est un stigmate non négligeable. Et je le disais, c'est archaïque comme système dans le sens où aujourd'hui on fait des montres avec lesquelles on téléphone qui sont pas plus épaisses qu'une feuille à papier. Le bracelet électronique est à peu près épais comme ça. Bon, je pense que c'est pareil pour les messieurs. Je le vois avec mon mari, mais notamment pour une femme, c'est assez compliqué de le cacher. À part mettre des pantalons très larges en bas et faire attention qu'ils soient assez longs pour que quand on s'assoit, ça ne remonte pas. C'est sûr que c'est compliqué. Il faut en prendre son parti. Alors après, chacun fait son choix. Je pense que ça dépend de son milieu professionnel. Moi, j'ai la chance d'exercer comme journaliste et ma porte d'entrée dans le journalisme, ça a été le fait que je connais la prison et que je parle prison. Donc bon, la majorité de mes collègues sont informés du bracelet, donc ça m'évite bien évidemment de le cacher. Toutefois, je le cache quand même à certains endroits. Je dirais que c'est visible. Bien sûr, c'est un stigmate non négligeable. Ça fait 1 an qu'on a oublié. Alors moi, j'ai la technique du foulard. Je mets un foulard sur mon bracelet pour le cacher. Alors bon, chacun en juge. Apparemment, ceux qui ne sont pas informés ne s'en rendent pas compte, mais voilà. Ils sont peut-être trop gentils pour me le dire, mais j'en sais trop rien. La réalité, c'est que oui, bien évidemment, on met des pantalons. On est devenu adepte des jeans et des pantalons parce qu'on se voit difficilement mettre un short. Mon mari va très certainement pas mettre un foulard autour de sa cheville, donc il met des pantalons. Et on fait très attention qu'à chaque fois, ça ne se voit pas par le patron, dans le métro, par les collègues, par les amis qui ne sont pas forcément au courant, parce que de nos jours, on n'en parle pas. Enfin,
on n'en parle pas à tous les coins de rue dès qu'on rencontre quelqu'un. Donc oui, c'est un stigmate, c'est encombrant, c'est moche, voilà, il y a tout un tas de choses. Alors, j'avais vu une jeune femme qui avait un bracelet et qui avait collé des strass et des paillettes sur son bracelet pour en faire quelque chose à son goût. Bon, visiblement, ça n'avait pas trop plu au CEPIP qui lui avait fait payer le bracelet électronique à terme, mais je pense que oui, c'est une marque comme une autre. Moi, je dirais que c'est un peu comme une menotte. Je le vois un peu comme ça. C'est une menotte qu'on m'a mis à la cheville. Donc, c'est un peu un pied en prison et un pied à l'extérieur. On apprend un peu à faire avec le temps, mais c'est très contraignant et ça fait partie de nous intégralement. J'ajoute dans le prolongement de ce que dit Camille 2 choses, c'est qu'effectivement, enfin 3 choses. Effectivement, c'est un rappel c'est un rappel de la peine. C'est le fait que finalement, même quand vous déshabillez complètement, il reste toujours le bracelet qui est là pour vous rappeler que vous exécutez une peine. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de placés décrivent une sensation d'accoutumance au bracelet. Et même pour certains que j'ai pu voir qui avaient enlevé le bracelet, presque une sensation de manque en fait quand le bracelet est enlevé, dès qu'il manque quelque chose, que tout d'un coup comme quelqu'un qui aurait, vous savez, ces impressions que peuvent avoir les personnes qui sont amputées, qui ont l'impression de continuer à avoir le bras coupé. Là, c'est un peu la même chose. Ils continuent à avoir l'impression de l'avoir pendant quelques jours, et en même temps, voilà, ça leur manque. Bon, bref. Et ce que je voulais ajouter aussi sur la question du stigmate, c'est l'idée que cette stigmatisation de la personne placée, en fait, elle ne passe pas uniquement, et même finalement pas principalement par la matérialité, la trace matérielle du bracelet qui est fixé à la cheville. Parce que finalement, effectivement, on n'a aucune obligation, les CPIP le répètent aux condamnés, on n'a aucune obligation normalement d'informer son patron qu'on a un bracelet électronique. Mais de fait, on est obligé de le faire très souvent parce qu'on ne peut pas faire d'heures sup, parce que dès qu'il y a un changement d'emploi du temps, c'est la galère, etc. Et donc finalement, si vous voulez, cette stigmatisation, elle peut passer par simplement la révélation du bracelet à la cheville, mais elle passe plus généralement quand même et plus souvent par le fait que du jour au lendemain, on arrête d'aller boire des coups avec les copains parce qu'on doit être chez soi à une heure donnée, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire des heures sup au boulot, parce que. Voilà. Et toute dernière chose que je voulais ajouter sur cet effet de stigmatisation, c'est que le stigmate, et vous l'avez dit dans votre question, le stigmate, c'est à la fois quelque chose qui vient signaler négativement la personne, mais ça peut être aussi quelque chose qui permet de se reconnaître comme appartenant à un groupe. Et je vous donne juste une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire. J'avais un déplacé que j'ai interviewé qui appartenait à des groupes d'extrême droite et qui m'a raconté qu'il allait à la salle de sport et que dans la salle de sport, en fait, ça lui avait permis de lier connaissance avec des personnes racisées et auxquelles, jusque-là, il n'avait jamais adressé la parole et donc il ne s'était jamais véritablement préoccupé. Mais simplement le fait qu'il ait eu son bracelet, que dans les vestiaires, en fait, il se soit aperçu, ces gens se soient aperçus qu'il avait un bracelet, ça avait créé en fait des interactions, ça lui avait permis de se rendre compte que finalement, ce n'était pas plus mal de parler à des gens qui étaient peut-être un peu différents en termes de couleur de peau. Merci beaucoup. Et moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Effectivement, pour vous, Camille, la situation est un peu spéciale parce qu'avec du coup, votre compagnon, vous partagez un peu la même situation. Et je me suis demandé, en fait, à quel point l'introduction du monde carcéral au quotidien, du coup, là, dans cette situation-là, ce n'est pas forcément un témoignage, ce serait plus une spéculation, mais par rapport à un vécu où une des deux personnes aurait le bracelet et où, du coup, peut-être ce serait plus susceptible de devenir une discussion quotidienne, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous avez peut-être des gens que vous connaissez qui sont dans des situations comme ça où une seule des deux personnes est sous cette contrainte-là? Oui, alors je pense en effet que ça change beaucoup de choses. Nous, on se le dit souvent, d'un certain côté, c'est bien qu'on ait le bracelet en même temps et tous les deux. En plus, pour le coup, on a quasiment les mêmes horaires, à part quand le boulot le veut, mais sinon, les SPIP nous ont mis les mêmes horaires, donc on a nos moments de liberté en même temps. Mais oui, je pense que ça change beaucoup de choses, parce qu'au bout d'un certain temps, alors 3 mois de bracelet, je dis pas que c'est simple, mais ça va, mais quand ça s'éternise dans le temps, quand bien même, je pense que la personne avec qui on partage notre vie, que ce soit compagnon ou même autre, comprend que c'est compliqué. Il y a toujours une part, je pense, de rancœur quand l'autre sort le soir ou quand l'autre fait des activités qu'on ne peut pas faire. C'est humain.
Et je pense que ça doit être pesant malgré tout. Et puis, il y a aussi cette manière de gérer quand il y a des alarmes la nuit, le stress, à chaque fois les justifications, les demandes de dérogation, etc. C'est toujours des démarches assez longues à faire. Et peut-être que quelqu'un qui ne le vit pas n'est pas capable de l'entendre ou de le comprendre aussi de la même manière. Mais comme d'ailleurs, quelqu'un dans un couple qui a fait de la prison et l'autre non, hein, je dirais que c'est pareil. Hein, il y a des stigmates qui restent, c'est normal. Tout ne s'en va pas comme ça. Et c'est des fois plus compliqué quand l'autre ne l'a pas vécu parce que quand bien même il fait tout son effort pour le comprendre, je pense que c'est pas forcément évident. Donc oui, ça doit très certainement créer des tensions au sein d'un domicile quand il n'y en a qu'un des deux qui le porte. Ça c'est certain, surtout quand ça dure aussi longtemps. Du coup, question aussi un petit peu technique, enfin, du dispositif en tout cas, mais est-ce que les horaires peuvent être modifiés en cours de peine? Oui, ils peuvent être modifiés, il faut justifier auprès du CPIP, mais ça peut tout à fait être modifié. D'ailleurs, dans certains cas, c'est obligatoire. Hein. Par exemple, dans le cas des gens qui font des 3-8, il faut pouvoir modifier les horaires en cours de peine. Le problème, c'est que il faut justifier auprès du CPIP et ensuite, il faut que le CPIP transmette l'information au pôle de surveillance. Parfois, ça peut prendre du temps et ce n'est pas immédiat. Et donc, ça génère là, des alarmes qui sont des alarmes, je dirais, des alarmes techniques. Enfin, c'est des dysfonctionnements parce que ça ne révèle rien, encore une fois, du retard éventuel de la personne. Donc, voilà, ça fait partie, si vous voulez, de toute la dimension bureaucratique liée au bracelet qui alourdit en fait cette mesure, qui la rend difficile aussi à supporter. Merci. Et Camille, vous avez évoqué cette notion de contrainte et d'irréalité de la vie sous l'emprise du bracelet électronique. Donc, et effectivement, le bracelet électronique, ça reste une contrainte et une punition, mais est-ce que ce n'est pas forcément peut-être une façon de regarder différemment la vie et la société autour de vous et donc de permettre une insertion dans cette réalité sociale-là à votre rythme à vous? Je dirais que non, parce qu'en fait, c'est une contrainte par des horaires contraints. C'est-à-dire que quand bien même on voudrait, je ne sais pas, quelqu'un qui sort par exemple ou qui n'est pas placé sous bracelet électronique, qui voudrait pas se retrouver jeté entre guillemets dans la société comme ça, fait le choix de s'en retirer par moment. Ou au pire des cas, il demande une semi-liberté à la place d'un placement en bracelet électronique. Ça peut aussi être une possibilité, ce qui fait qu'il travaille et le soir il retourne dans un contexte de détention. Après, je pense pas dans le sens où quand on est placé sous bracelet électronique, on travaille, donc on est quand même un peu inséré, mais en même temps, on peut pas avoir de vie sociale, ou du moins pas avec des gens qui sont pas informés, parce que sinon, c'est un peu compliqué d'expliquer qu'il faut toujours qu'ils viennent chez nous, puis il faut planquer les boîtiers, enfin, c'est très complexe. Donc, je dirais que même pour ceux qui ont envie de prendre leur temps et que peut-être ça éviterait qu'ils soient jetés un peu violemment dans une société à laquelle ils ne sont pas prêts, je ne trouve pas que ce soit forcément la meilleure technique, en sachant qu'en plus, malheureusement, la société stigmatise malgré tout à partir du moment où on a un bracelet. Alors bon, on cache en société, j'ai envie de le dire. Maintenant, ça se sait par nos dossiers, ça se sait au niveau des impôts, ça se sait au niveau de la CAF. Enfin, voilà, notre parcours est ancré tel qu'il est. Et à ce moment-là, de toute façon, on est stigmatisé, on se prend des réflexions. Enfin voilà, moi, en tout cas, ça a été souvent le cas par les administrations. Donc, de toute façon, c'est le cas. Et je ne suis pas sûre que malgré tout, un bracelet protège de ça. Merci beaucoup. Alors, on a une question aussi sur la durée. Est-ce que les bracelets électroniques sont uniquement pour les peines courtes ou est-ce que ça peut durer aussi des années? De moins en moins. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je faisais ma thèse, ça pouvait être jusqu'à 2 ans. Alors, je crois que c'est encore le cas pour les personnes qui ont un aménagement de peine alors qu'ils sont détenus. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Dans les faits, c'était rare qu'on atteigne les 2 ans. Là, je parle, encore une fois, de dispositifs juridiques qui ont été modifiés depuis, mais quand moi je faisais ma thèse, c'était rare qu'on atteigne 2 ans parce qu'en fait, au bout d'un an, généralement, il y avait une demande de conditionnel qui était posée et qui était généralement acceptée par les magistrats. Parce que moi, chez les magistrats que j'ai rencontrés, ils disaient tous qu'au bout de 9 mois, ça devenait insupportable. Que donc, effectivement, ils accordaient. Voilà, l'idée, c'était de passer sur une autre mesure progressivement. Sachant qu'on pouvait passer aussi de semi-liberté à placement sur surveillance électronique, par exemple, ou de placement sur surveillance électronique à placement extérieur. Il peut y avoir aussi de la mobilité au sein des aménagements de peine.
Merci beaucoup. Et on avait aussi un témoignage dans le chat, plus qu'une question, c'est une personne donc avocate qui témoigne du fait que ça lui est arrivé plusieurs fois, à plusieurs reprises en tout cas, d'avoir des clients qui ont été condamnés à des courtes peines, donc en général moins de 6 mois, et donc aménageables, et surtout, notamment sous forme de bracelet électronique, et qui préféraient en fait exécuter cette peine en prison plutôt que d'avoir un bracelet, parce que ça ne supportait pas les contraintes de cet aménagement. Et un peu comme avec la semi-liberté, où effectivement le parallèle peut être fait, notamment sur le fait que c'est très dur à vivre, notamment le retour au centre de semi-liberté. Est-ce que ça vous fait réagir sur des vécus que vous avez pu croiser ou des histoires que vous avez pu entendre? Oui, on a aussi des personnes qui, pendant leur bracelet électronique, décident de se faire réincarcérer. Moi, j'en ai eu un comme ça que je devais interviewer et que je n'ai pas pu interviewer parce qu'entre-temps, il avait, comme on dit, coupé son bracelet et donc il avait été réincarcéré. Après, il peut y avoir aussi des stratégies des personnes. Moi, je sais que j'en ai entendu qu'il y avait que circulait, si vous voulez, cette stratégie consiste à dire on ne se met pas en bracelet parce qu'on sait qu'on a potentiellement une condamnation qui va arriver et on préfère ne pas être, ne pas avoir déjà bénéficié d'un aménagement de peine, voilà, à des fins stratégiques vis-à-vis du magistrat. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure cette stratégie est payante ou pas, mais je sais qu'il y a aussi ce type de discours qui peuvent circuler entre les placés. Voilà. Je pense que c'est un peu risqué quand même, mais comme stratégie, mais bon, en tout cas, il y avait ce type de discours qui circule. Merci beaucoup. Alors, on a deux questions qui font un peu écho l'une à l'autre. Donc, un CEPIP s'occupe de combien de personnes sous main de justice? Et donc, une réponse donc, d'une CEPIP qui est effectivement embolisée par la gestion des alarmes, avec parfois une pression vraiment énorme des JAP pour qu'elles soient justifiées très rapidement. Et c'est très frustrant au quotidien, car cela nous apprend donc, ça nous prend énormément de temps au détriment d'un vrai travail d'accompagnement. Et du coup, pour répondre à la question juste avant, sur le nombre de personnes suivies, c'est variable selon entre les services, mais en général, c'est entre 80 et 100 en moyenne pour en tout cas la personne qui témoigne. Ouais, moi, c'est aussi que c'était plus là où moi j'ai fait mes recherches, c'était plus autour de 110, 120. Mais oui, ça dépend selon les services, si on est plutôt dans un espace urbain ou plutôt dans un espace rural. Mais oui, la question de la gestion des alarmes et le temps quotidien, c'est infernal pour les CPIP. Il faut, ouais. Et même là aussi, la question du changement des horaires. C'est-à-dire que parfois, les CPIP essayent le plus souvent d'être très réactifs pour effectivement éviter les fausses alarmes. Mais du coup, ça implique pour eux aussi de devoir s'interrompre, aller faire une demande de modification d'horaire, etc. C'est vraiment pas aisé. On a également un petit commentaire qui résonne aussi avec une question, il me semble, qu'il y avait eu un peu plus tôt. Il me semble qu'un avantage du bracelet pourrait être de dédiaboliser pour la population générale les personnes sous main de justice et de pouvoir les fréquenter dans la vie quotidienne et donc du coup que ça pourrait avoir un effet positif sur la société. Est-ce que c'est une idée qui vous semble un peu trop positive ou est-ce que ça vous parle? Je dirais que ça dépend. Je sais pas, je suis peut-être un peu mal placée. J'interviens à l'OIP depuis des années, donc je fais beaucoup de conférences. Et oui, j'essaie de dédiaboliser. Ça serait faux de dire l'inverse. Maintenant, la majorité essaye juste de se cacher et de se faire oublier. La réalité, elle est là, en fait. C'est que la plupart n'ont pas envie qu'on sache qu'ils ont fait de la prison ou pas, mais qu'ils ont été condamnés, qu'ils sont sous bracelet. Beaucoup n'ont pas du tout envie que le monde autour d'eux soit au courant. Donc c'est difficile. Et puis malheureusement, ça dépend de tout à chacun que l'on rencontre. Et ça, on peut difficilement le savoir à l'avance. Moi, je sais que quand je rencontre de nouvelles personnes, au début, je le dis pas. Et puis, c'est petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, quand je me rends compte ou pas que la personne est ouverte d'esprit sur ce genre de sujet, que potentiellement je vais le dire. Mais c'est assez compliqué à jauger. Et les gens sont parfois très, très surprenants quand il s'agit de ce genre de sujet. Donc c'est compliqué à dire. Ça dépend dans quel milieu on évolue. Bien évidemment, moi, j'évolue dans le monde de l'OIP. Donc, c'est facile pour moi d'en parler. Mais pour la majorité, c'est malheureusement pas le cas. Et je suis pas sûre que ça puisse toujours avoir un effet positif, même si je suis persuadée que ça pourrait l'avoir aussi. Mais le monde n'est pas encore très, très prêt à être à l'écoute de ce genre de personnes avec ce genre de parcours. Pour aller dans le sens de Camille,
moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que alors, chez les personnes placées que j'ai rencontrées, elles avaient peur de cette image que pouvait renvoyer le bracelet, de soit on était, il faut dire que ça tenait aussi à l'époque où je faisais mon terrain, mais soit on était un délinquant sexuel, soit on était un terroriste. C'était un petit peu l'image qu'ils avaient peur de renvoyer en ayant un bracelet électronique. Parce que, d'après eux, chez monsieur et madame tout le monde, ce seraient des dispositifs qui seraient réservés à ce type de public. Alors, c'est vrai que le PSEM peut avoir cette connotation-là parce que, effectivement, étant donné la lourdeur des peines prononcées, ça peut être utilisé dans le cadre de délinquance sexuelle. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le bracelet électronique que porte Camille et sur lequel j'ai travaillé, c'est absolument pas pour ce type de public. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de communiquer, d'organiser des conférences comme vous l'organisez aujourd'hui, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une personne qui a un bracelet électronique, c'est-à-dire généralement quand même des délits qui sont assez mineurs. Il y a une question à laquelle il me semble qu'on a déjà répondu, mais je refais mention ici pour être sûr que ce soit clair. Bonjour, en centre pénitentiaire, un CPIP a en charge entre 80 et 90, on a vu que ça pouvait aller au-delà donc, mais je ne sais pas si les personnes hors les murs sont comptabilisées dans ce chiffre. J'imagine que c'est les personnes sous bracelet, mais je vous laisse répondre. Non, souvent les CPIP ils sont affectés soit au milieu fermé, soit au milieu ouvert. Donc en fait, là en l'occurrence, je pense que ce sont des CPI, enfin, le ratio de dossiers, c'est effectivement ce sont des détenus en milieu fermé. Et donc en milieu ouvert, généralement, il y a un peu plus de mesures parce que toutes les mesures ne sont pas des mesures. Généralement, il y a parfois des SPIP où il y a un CPIP spécialisé sur les bracelets électroniques. Mais généralement, ils ont quand même un ensemble de dossiers qui est varié. Donc, il peut y avoir des aménagements de peine qui sont, pour les CPIP du milieu ouvert, les mesures qui demandent le plus gros suivi. Mais ils ont aussi dans leur portefeuille de dossiers des dossiers de gens qui sont en sursis probatoire, qui sont en travail d'intérêt général, etc. etc. Alors, y a-t-il ou pourrait-il y avoir un système correspondant aux visiteurs de prison pour éviter un certain isolement des personnes sous bracelet? Écoutez, c'est une très belle question. Bon, je pense que je vous répondrai deux choses. La première, en vous disant que moi, une des choses qui m'a beaucoup préoccupé, c'est qu'on a un contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais ça n'entre pas dans son contrôle que de savoir où les gens exécutent un aménagement de peine tel que le bracelet électronique. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé, parce qu'effectivement, cette inégalité dont parlait Camille tout à l'heure dans les espaces d'assignation pourrait, à mon avis, faire l'objet d'un contrôle un peu plus serré du contrôleur général du CGLPN. Ça, c'est la première chose que je répondrai à cette question-là. Donc, effectivement, on pourrait avoir quelque chose, on pourrait étendre le système des visiteurs de prison aussi au bracelet électronique, donc au milieu ouvert. Et je vous donnerai juste un exemple qui irait dans ce sens. Moi, je me souviens d'un placé qui sortait de détention après une longue peine, qui vivait chez son frère, n'avait pas de travail, et qui, en fait, pendant la journée, il me le disait, hein, sa conscience le travaillait, il savait pas trop, il n'y avait personne avec qui parler parce que son frère était au boulot. Et en fait, il allait juste chez Emmaüs, il faisait le tour des associations, non pas tellement pour aller pour bénéficier si vous voulez, des services que pouvaient donner ces associations, mais juste pour parler et rencontrer quelqu'un. Donc, effectivement, on pourrait se dire qu'un système tel que les visiteurs de prison serait tout aussi nécessaire en fait en milieu ouvert, peut-être pas pour tous les condamnés. Je ne suis pas sûr que Camille, par exemple, soit dans cette situation-là, mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnes en milieu ouvert, notamment de personnes placées sur surveillance électronique, qui sont relativement isolées, et ce système de visiteurs pourrait leur être bénéfique aussi. Merci beaucoup. Et aussi donc une question. Est-ce qu'au final, le bracelet électronique est un vrai avantage par rapport à la prison, ou est-ce que c'est décevant, notamment au niveau du moral, je veux dire, et est-ce qu'on le vit mieux que vivre en prison?
Alors, je vais faire une réponse qui m'appartient à moi, hein. Je veux pas, enfin voilà, je suis pas porte-parole de tous parce que je pense que encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Alors oui, moi je le vis mieux que la prison, mais c'est évidemment difficile. Bon, en plus, 1 an, c'est comme disait Franck, les juges au bout de 9 mois essayent de changer la mesure. C'est pas pour rien. C'est que 1 an, c'est une horreur à tenir. Au bout d'un moment, ça commence à être très lourd. Mais c'est toujours mieux que la prison d'après moi, dans le sens où quand on a la chance d'être entouré, on voit nos proches. Moi, je suis avec mon époux, on est chez nous. Ça n'a pas de prix, littéralement. Et du coup, le moral va quand même mieux que lorsque j'étais en détention. Mais puis j'ai la chance d'avoir pu avoir une sortie aussi qui me ressemble par le biais de mes proches qui m'ont beaucoup épaulée. On a eu notre logement. Je suis sortie pour finir mes études. Aujourd'hui, j'exerce la profession que je voulais exercer. Je suis journaliste. Enfin, voilà, j'ai des choses qui vont dans mon sens, donc ça aide beaucoup moralement, même si la contrainte du bracelet est là. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Je sais même pas si c'est le cas de la majorité en réalité. Donc c'est très propre à chacun. C'est un avantage, je trouve, mais c'est un avantage qui est très mal exploité par le manque de personnel, par le fait de ne pas réfléchir à plus que qu'est-ce que c'est un bracelet électronique et qu'est-ce qu'on y met derrière. Voilà, c'est un peu le même problème que pour la prison d'ailleurs, mais ça se répète. Mais c'est la même chose. Alors, je dirais pas que c'est décevant, mais c'est clairement pas suffisant, c'est clairement pas individualisé, et il y a beaucoup de carences, énormément de carences derrière, quoi. Et que c'est propre à chacun de pouvoir s'en sortir avec son bracelet, sauf qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes chances, et on n'a pas tous les mêmes possibilités non plus. Et du coup, encore une fois, c'est complètement inégal comme système. Pour compléter ce que dit Camille, enfin, pour apporter une autre perspective, la plupart des personnes placées disent, il y en a quelques-uns qui effectivement disent qu'ils auraient préféré faire de la prison, mais la plupart quand même disent que c'est mieux que d'être en prison parce que ça permet de maintenir une vie sociale, etc., etc. Et de fait, c'est vrai que même si c'est très largement contraint par les horaires, de fait, ça permet, voilà, Camille, de reprendre des études, de travailler, etc., d'avoir une vie associative, une vie amicale. De fait. Cela dit, ce qu'on pourrait poser comme question, c'est qu'est-ce qu'apporte le bracelet? Parce que finalement, on pourrait prononcer une assignation à résidence. C'est un peu ce que fait le placement extérieur d'ailleurs. Il y a certains types de placement extérieur, c'est une assignation à résidence et il y a juste un contrôle aléatoire qui est exercé par un travailleur social. Donc, finalement, qu'est-ce que le bracelet électronique apporte de plus qu'une assignation à résidence qui serait réalisée par un placement extérieur? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le contrôle par la technologie, donc comme ça, on a une assurance que la personne est bien chez elle. Ouais, mais en fait, il y a tellement d'alarmes qui sont des alarmes dysfonctionnelles. Et finalement, il y a aussi tellement de placés qui, en fait, ne génèrent pas d'alarmes autres que dysfonctionnelles, que finalement, on peut se demander si véritablement le bracelet en lui-même apporte quelque chose de plus. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est plus une question que je pose qu'une affirmation, mais donc, je ne sais pas si c'est décevant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que la prison. En tout cas, c'est ce que disent les personnes qui l'ont vécu. Mais on peut quand même se demander ce qu'apporte de plus le bracelet par rapport à d'autres alternatives à l'incarcération, ou d'autres peines en milieu ouvert. On peut se demander ce que ça apporte de plus le bracelet. Notamment par rapport à la capacité de ce dispositif à s'améliorer, il y a une question, c'est y a-t-il des rapports parlementaires qui existent? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont pris en compte? Et est-ce que des changements est-ce qu'il y a déjà eu des changements en fait dans l'histoire du bracelet pour l'instant, des changements un peu marquants? Ce qui a changé notamment, c'est le quantum de peine aménageable. On n'a pas arrêté de faire de la navette. On avait d'abord 1 an, puis c'est passé à 2 ans. Et puis là, on est repassé à 1 an, à l'exception de. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis la réforme de 2019, il y a quand même beaucoup de variations. Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans pour les personnes qui sont en détention. Voilà, il y a beaucoup de variations. Après, il y a eu l'introduction, je vous l'ai dit, de nouvelles technologies, le placement sur un électronique mobile, donc avec GPS, qui est intervenu peu de temps après le bracelet avec fréquence radio. Là, maintenant, il y a ce bracelet anti-rapprochement qui apparaît. Il existe aussi de nouvelles technologies qui sont développées pour exercer un contrôle de la consommation à distance. Par exemple, savoir si vous consommez de l'alcool à travers la mesure si j'ai bien compris, de la sueur. Enfin, quand on utilise la sueur, on contrôle via le contact du bracelet sur la peau ce que vous pouvez consommer à distance. Voilà, donc il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions juridiques.
qui sont assez, assez fréquentes. Du coup, est-ce que tous les deux, vous auriez éventuellement des pistes d'amélioration sur des axes en tout cas prioritaires sur lesquels devrait s'améliorer dans l'avenir le bracelet électronique? Grande question, je sais, mais Grand sujet. C'est un peu compliqué de répondre, mais alors oui, déjà, je pense que le bracelet électronique ne devrait pas être la mesure systématique employée. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en œuvre et c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Je pense qu'il faudrait aussi élargir un peu l'horizon et regarder ce qu'il y a à côté comme autre mesure alternative. Et lorsque le bracelet pense être la meilleure mesure, je pense qu'il faut l'individualiser à chaque cas. Et ça demande du personnel. Mais je pense qu'il faut que ça soit individualisé pour que le bracelet soit juste. Faut pas que ça soit un temps donné pour tout le monde parce que c'est temps, parce que c'est la peine, parce que je ne sais quoi. Il faudrait que ça soit une durée qui soit potentiellement un peu rallongée s'il y a besoin en fonction de la situation. Mais ça doit pouvoir être adaptable parce que la réalité, c'est qu'on est tous différents, comme on est tous différents dans nos peines en détention, c'est la même chose à l'extérieur. Et que si c'est pas individualisé, ça n'a pas de sens, ça perd tout son sens. Et à quoi sert le bracelet? Et aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on se pose. Tout du moins, moi, je me le pose. Je le porte depuis maintenant 11 mois. Aujourd'hui, il me sert à quoi le bracelet? Il sert à quoi au SPIP? En réalité, pas à grand-chose, puisque mes obligations, je les ai remplies. C'est juste que c'est un an et qu'on peut pas faire autrement. Donc oui, je pense que c'est individualisé à tout prix et avoir un suivi beaucoup plus poussé avec un personnel adéquat. Et je suis entièrement d'accord avec Camille, pas systématique tout à fait, plus d'argent et donc plus de personnel, c'est certain. Et j'ajouterais juste une toute petite chose, peut-être justement cesser d'en faire la solution miracle sur laquelle se focalise en fait un certain nombre de politiques pénales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle variation dans le cadre juridique autour du bracelet électronique que je pense ça nuit à son usage par les personnels judiciaires qui, en fait, sont constamment obligés de s'adapter à des nouvelles façons d'utiliser, etc., etc. Je pense qu'il faudrait à un moment arrêter de focaliser sur le bracelet électronique et donc de le réformer à chaque fois qu'on veut faire une réforme pénale. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine continuité pour que les magistrats puissent s'en saisir, puissent arriver à s'en saisir de façon facile, aisée. Merci beaucoup. Alors, on a une petite information concernant une question qui avait été posée sur la possibilité de créer un système pour avoir des visiteurs de prison, notamment pour les personnes sous bracelet. Alors, apparemment, les visiteurs qui seraient devenus des visiteurs accompagnants de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison, sont également missionnés pour accompagner les personnes prises sur main de justice hors les murs. Et cette activité est en train de se développer assez récemment, visiblement. Et voilà. Et aussi une autre réponse qui est apportée à une question qu'on se posait un peu plus tôt. Sur les rapports, on a un lien qui a été mis dans le chat, si ça vous intéresse, par Christian à 19h50, un lien par rapport à un rapport de l'Assemblée nationale. Voilà. Moi, j'avais donc une petite question aussi, c'était de parler potentiellement de la capacité intrusive du dispositif du bracelet et notamment est-ce que ça a renégocié un rapport à son propre corps que d'être sous ce dispositif-là. Pour ma part, alors oui, je dirais que, alors je sais pas comment ça se passe pour les hommes, mais pour les femmes, oui, forcément, parce que le fait qu'ils soient aussi gros, c'est très voyant, et puis ça oblige à s'adapter de manière vestimentaire. Il y a beaucoup de tenues sur lesquelles j'ai fait une croix depuis un an, des chaussures et tout ce qui va avec. Donc oui, ça change un rapport au corps, et puis ça change aussi un rapport à sa manière d'être et aussi à gérer sa santé. C'est un point que je trouve essentiel, mais pour ma part, j'ai eu un peu de malchance avec ma santé. Et en décembre dernier, j'ai été contrainte de passer des examens d'urgence, notamment un scanner, IRM, et c'est des choses qu'on ne peut pas passer avec le bracelet électronique. Et donc, au lieu d'aller le passer en urgence, il a fallu que je demande une autorisation
au juge de pouvoir retirer mon bracelet parce que c'était une question vitale que d'aller passer un examen de santé. Et donc, il a fallu en urgence, avant de passer mon IRM, que j'aille chez les SPIP pour qu'ils me coupent le bracelet, qu'ils me le remettent le lendemain. Donc, c'était une suspension de peine. Et donc, ça change aussi un rapport à son corps et à sa santé dans le sens où, des fois, il y a certains examens qui seraient nécessaires, mais on n'en juge ou pas du côté vital. C'est-à-dire que maintenant, j'en suis à me poser la question de est-ce que véritablement c'est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que ça ne peut pas attendre quelques mois? Et du coup, ne pas empiéter sur ma mesure de bracelet, ne pas demander une suspension, me le faire couper, etc. Et ça rentre en compte, alors que je trouve ça gravissime que ça rentre en compte de devoir demander une autorisation à un juge de pouvoir retirer le bracelet parce que on a un gros problème de santé qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de passer un examen avec lequel on ne peut pas aller avec un bracelet électronique. Et donc oui, ça change un rapport à son corps, à sa santé, à sa manière de gérer les choses de manière très intime. Et puis encore une fois, c'est très intime et c'est quelque chose dont on doit faire part au CEPIP. C'est-à-dire qu'on doit transmettre le document du médecin avec indiqué ce qu'il y a dessus et ce qu'on rencontre aujourd'hui comme problème pour qu'on puisse nous retirer le bracelet. C'est quelque chose de très personnel qu'on n'a pas forcément envie de partager. Sauf que ça aussi, aujourd'hui, en étant placé sous écrou et sous bracelet, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, quand bien même c'est une question de santé. Donc oui, ça modifie tout ce rapport-là, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, mais je n'avais pas vu apparemment que Yves avait levé la main plusieurs fois. Si c'est toujours d'actualité, on peut vous laisser la parole si vous voulez. Ou peut-être que ça n'est plus d'actualité. Je n'arrive pas à voir. Oui, Oui, allez-y. vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, merci. Oui, la question que je vous posais tout à l'heure, que j'étais en train de rédiger à la lumière des échanges qui ont eu lieu, il me semble que les tribunaux, lorsqu'il s'agit de juger un politique, tendent à considérer que la peine sera plutôt à exécuter à domicile sous bracelet électronique. Je pense aux affaires Balkany. Il me semble que Sarkozy a aussi été condamné maintenant sur un appel ou en cassation, mais a été a priori purgé une peine à domicile aussi. Et vous disiez, Franck, tout à l'heure que les peines qui font l'objet d'un bracelet électronique sont en général pour des condamnations de faible niveau, je dirais. Or, il s'agit là de délits qui sont importants. Donc, un petit peu comment dans la tête des magistrats cela se joue. Est-ce qu'on condamnerait plus favorablement, enfin moins, le personnel politique pour lequel il n'y a pas de réadaptation? Enfin, je n'imagine pas un éducateur du SPIP venir aider à la réinsertion. Voilà un petit peu comment ça se combinerait pour le personnel politique. Alors, je suis pas véritablement la chronique judiciaire, hein, mais j'imagine que en ce qui concerne les Balkany, il y a peut-être aussi la prise en compte d'un état de santé, ou en tout cas d'un état de santé présumé de l'un et l'autre des deux époux, qui pourrait expliquer le choix de prononcer un bracelet électronique. En fait, je pense que dans ce genre de cas, il faut bien écouter le quantum de peine qui est prononcé. Ça permet de savoir si le magistrat a rendu la peine aménageable ou pas. Voilà. Après, j'imagine aussi que c'est un moyen de ne pas mettre ce personnel politique particulièrement en détention, où j'imagine qu'il serait particulièrement vulnérable. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas dans la tête des magistrats qui ont prononcé ces peines, mais ce qui est certain, c'est que oui, on essaye. Enfin, il y a la plupart du temps la tentation d'essayer de leur éviter l'incarcération. Voilà. Après, soyons bien d'accord, hein, 2 ans de prison, ça commence à être une peine assez conséquente. Hein, c'est pas, voilà. Mais bon, c'est quand même pas la majorité. Enfin, quand on regarde les statistiques pénitentiaires, c'est pas la majorité des. Les personnes placées sous surveillance électronique ne sont pas des délinquants, si vous voulez, condamnés pour des peines, pour des faits d'une très grande gravité, quoi. Alors après, est-ce que la délinquance politique est d'une grande gravité ou pas? J'en sais rien. Là, je me déporte de mon. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais une petite question aussi sur notamment comment interpréter l'arrivée et
la massification un peu de cette pratique-là, enfin de ce dispositif, en tout cas du bracelet électronique, comment le contextualiser et l'interpréter à la lumière de l'évolution pénale aussi plus générale et pas juste sur cette, sur cette question-là. Et qu'est-ce que ça traduit comme intention derrière de la part du corps pénal, etc. Ce qui est certain, c'est que l'aménagement de peine est devenu la règle. Ça allait déjà à partir de 2009. La réforme Dati dans la transformation de la terminologie. On passe, si je me souviens bien, d'un conditionnel à un indicatif ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça implique pour les magistrats que l'aménagement devient la règle pour des peines à l'époque inférieures à 2 ans et l'incarcération l'exception. Et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le Code à travers les modifications de la réforme de 2019. En dessous de 6 mois, c'est une obligation. Jusqu'à 1 an, il faut aménager. Et si on n'aménage pas, il faut justifier de pourquoi on n'aménage pas. Donc, il y a ces réformes du texte juridique. Il y a aussi le fait que, je pense, par rapport aux autres aménagements de peine, le bracelet électronique est apparu comme un aménagement plus facile à mettre en place. Parce que la semi-liberté, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il faut avoir des places de semi-liberté. Et puis, les centres ou les quartiers de semi-liberté ne sont pas toujours bien situés dans les espaces urbains, ce qui ne les rend pas forcément très accessibles. Et donc, quand la personne a un travail, ce n'est pas toujours évident de faire la navette entre son travail et le centre de semi-liberté. Quand c'est des quartiers de semi-liberté sont situés dans des établissements pénitentiaires, donc ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui fait les 3-8, c'est la galère parce que quand il est posté de nuit, il ne peut pas rentrer à l'établissement pénitentiaire pour sa semi-liberté. Bref, la semi-liberté reste quand même plutôt contraignante. Il faut qu'il y ait de la place, voilà. Et le placement extérieur, ça dépend beaucoup des partenariats que le ministère de la Justice arrive à nouer avec des associations locales. Et il y a des territoires où il n'y a pas d'association. Donc, du coup, en tout cas, il n'y a pas de partenariat qui se noue et donc pas de placement extérieur. Donc, quand vous ne pouvez pas faire du placement extérieur parce qu'il n'y a pas d'association, quand les places de semi-liberté, ce n'est pas le bon système, il ne reste plus que le bracelet électronique. Donc, c'est ce qui explique aussi que les magistrats soient finalement jetés, engouffrés dans cet aménagement de peine-là, d'autant plus que le politique les incitait à aménager des peines pour faire baisser la population carcérale, prétendument pour faire baisser la population carcérale. Merci beaucoup. On a une réponse d'ailleurs de... Alors Yvon, il me semble que je m'étais trompé sur votre prénom, désolé tout à l'heure, mais une réponse de Christian par rapport à votre intervention sur le corps politique et la possible mise sous bracelet de ces personnes-là. Et effectivement, apparemment, tous n'ont pas bénéficié du bracelet électronique avec un article de La Dépêche qui est mis dans le chat si ça vous intéresse. Alors ensuite, il y a effectivement quelqu'un d'autre qui avait levé la main pour parler à l'oral. Jean-Marie, peut-être Fayolle, Noirterre. Donc, vous pouvez parler, je pense, maintenant. Bonjour, simplement très rapidement, j'étais magistrat dans ma vie professionnelle. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait, on vous entend. Oui. Pardon. Donc, je pense, ayant jugé quelques politiques il y a quelques années, je crois qu'on ne se posait pas tellement la question de les mettre sous bracelet électronique, puisque c'est un aménagement de la peine, ce n'est pas au niveau de la décision du tribunal. Maintenant, je me posais la question de savoir si le nombre d'aménagements de peine, le nombre de bracelets électroniques de détention à domicile qui augmente de plus en plus, ne correspondait pas à ce qu'on appelle un peu une espèce de surpénalisation. C'est-à-dire que des personnes qui auraient eu peut-être une peine d'amende ou des peines très légères avec sursis se retrouvent avec une surveillance électronique qui peut peut-être rassurer soit les magistrats, soit l'opinion publique. La deuxième chose, j'ai entendu dire tout à l'heure que les aménagements de peine étaient obligatoires jusqu'à 6 mois. Je suis désolé, mais c'est de 1 mois à 6 mois. C'est conseillé vivement dans la loi, mais il y a une augmentation également, si j'ai bien compris, des statistiques des peines entre 1 mois et 6 mois. Il faudra chercher bientôt s'il n'y a pas d'augmentation de 1 mois et demi ou de 2 mois, puisque les peines de moins d'1 mois ne sont plus possibles. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire. Merci.
Oui, effectivement, je suis allé un peu vite, hein. Donc, la règle, mais ça reste ça, hein. La règle, c'est d'aménager. Mais bien évidemment, il y a des cas où on ne peut pas aménager et donc, du coup, voilà, on incarcère. Et donc, il y a des cas où on décide qu'effectivement, on ne peut pas aménager, donc on incarcère. Et tout à l'heure, et par rapport à ce que vous disiez, oui, effectivement, c'est ce que, encore une fois, les criminologues appellent l'extension du filet pénal. C'est cette idée que va judiciariser de plus en plus de gens. Et à partir du moment où on multiplie les alternatives ou les alternatives à l'incarcération, finalement, on va encourager, ou on pourrait être amené à encourager le prononcé de peines fermes au détriment de peines de sursis, ou en tout cas de peines qui seraient des peines de véritables alternatives, donc qui seraient moins contraignantes pour les justiciables qu'une peine de prison, même si elle est aménageable. Alors peut-être que vous avez une autre question. Je vois toujours votre micro activé, Monsieur Noirter. Non, non, excusez-moi, c'est moi qui ai oublié de Non, couper. Je veux il n'y a pas... pas de souci. Merci beaucoup. Merci de la réponse, hein. Merci beaucoup à vous. Alors moi, j'ai cru comprendre tout à l'heure que, par exemple, le CGLPL n'avait, du coup, étant donné que les domiciles, en tout cas, de personnes qui sont sous ce dispositif de bracelet électronique ne sont pas reconnus comme des lieux de privation de liberté, que ça échappait du coup au contrôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça permettait de faire ressortir, quelles étaient les inquiétudes à avoir et qu'est-ce qui serait envisageable pour permettre ça, ou qu'est-ce que ça traduisait en tout cas comme volonté derrière d'éclatement des peines ou je ne sais pas. En fait, si vous voulez, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que, alors, avec la détention à domicile, surveillance électronique comme peine, on a des gens qui sont placés sous surveillance électronique sans être écroués. Mais moi, je me place dans le référentiel qui était le mien, dans ma thèse, où toute personne sous bracelet électronique presque était écrouée. Il y a cette espèce de contradiction, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une peine de prison hors les murs, mais à laquelle on n'applique pas les dispositifs de contrôle qu'on a sur les espaces carcéraux. Et je vous donne un exemple. Alors, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vu directement. Donc c'était une histoire qui circulait dans un des SPIP dans lequel je faisais mon enquête. Et on racontait dans ce SPIP qu'il était arrivé que des personnes soient placées sous surveillance électronique dans des garages. C'est-à-dire que comme la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait l'électricité, finalement, on pouvait placer sous surveillance électronique quelqu'un dans un garage avec là quelque chose qui ressemble quand même, même pas une cellule de prison, quoi. Un garage, c'est quand même un niveau de confort qui est très faible. Donc du coup, c'est simplement ça qui m'a interpellé. Je ne dis pas qu'il faudrait que le CGLPL s'attache à contrôler aussi, parce qu'ils ont déjà plein de lieux à contrôler, qui s'attachent aussi à contrôler les espaces dans lesquels les gens réalisent des aménagements de peine type bracelet électronique. Ce que je dis juste, c'est qu'il y avait cette espèce de paradoxe qui, moi, m'a sauté aux yeux entre, d'une part, des espaces qui étaient simili-carcéraux, ou en tout cas dans lesquels on exécutait des peines qui étaient des peines de prison, et d'autre part, le fait qu'on ne s'attachait pas à contrôler les conditions dans lesquelles étaient réalisées ces peines. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire tout à l'heure en évoquant le CGLP. Effectivement, c'était une intervention qui était tout à fait intéressante. Et je voulais savoir, du coup, par rapport à ça, notamment Camille, est-ce que vous avez, par exemple, ressenti à un moment que la mise sous bracelet électronique venait un peu, comment dire, que pendant ce dispositif-là, il y avait un peu une carence dans la possible manipulation de votre part, de faire recours à des gens qui pourraient défendre la situation dans laquelle vous êtes, etc. Est-ce qu'il y a un défaut un peu d'instance qui pourrait venir pallier à un manque ou pas? Oui, en réalité, complètement, parce que c'est ce que disait Franck, c'est très étrange, c'est-à-dire que je suis actuellement écrouée et en même temps, je ne dépends pas non plus des contrôles qui sont faits au sein des détentions. Ce qui veut dire que si aujourd'hui je rencontre un problème de ce type, à qui je m'adresse pour faire respecter mes droits ou pour alerter, l'avocat, qui se retrouve toujours le pauvre à être celui à qui on tire la cloche dès qu'il y a le moindre problème, mais eux aussi sont débordés, donc on ne peut pas non plus les sonner à tout bout de champ.
Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde, puisque le CGLPL, comme le disait Franck, ne s'intéresse pas à ça. Et en même temps, on peut le concevoir. Il a déjà tellement de lieux à les contrôler que c'est compliqué aussi de contrôler ceux qui sont placés sous écrou à l'extérieur. Mais ça reste une question parce que quelles sont les conditions dans lesquelles les gens sont… Alors oui, je pense qu'en effet, par exemple, potentiellement, les CPIP, et notamment du coup les surveillants qui viennent à domicile, donc eux ils viennent le voir, le domicile, ils voient bien où se trouve la personne. S'ils trouvent que ce lieu est pour X ou Y raison, comme le disait Franck, un garage par exemple, est insalubre pour une vie, alors dans ce cas-là, oui, je trouve que ça devrait être remonté pour trouver une solution annexe. Et je ne parle pas là de dire, ok, bon, on fait sauter la mesure, qui est, entre guillemets, souvent la menace qu'on donne en disant, oui, mais enfin, si vous n'avez pas un lieu qui est décent, avec lequel on peut vous placer sous contrôle électronique, dans ce cas-là, vous ne sortez pas ou vous rentrez en détention. C'est quand même un peu la menace ultime. Le fait de trouver un logement quand on doit être placé sous bracelet électronique, c'est l'angoisse suprême, je dirais. Donc oui, je pense que ça doit être remonté par celui qui vient poser le bracelet, mais ça doit être remonté de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire sauter la mesure parce que la personne est dans un lieu insalubre. Ce n'est pas de son fait. Je pense que s'il est là, il n'avait pas d'autre choix et qu'il a trouvé ce qu'il a pu. Il faut trouver une solution annexe pour le mettre dans des conditions décentes. Mais il devrait avoir quelqu'un qui fait remonter la chose. Et qui, alors là, c'est une autre question, mais c'est sûr qu'on devrait s'y plancher. Je tout à fait dans le sens de Camille sur le fait que les agents pénitentiaires qui viennent installer le dispositif voient les lieux dans lesquels exécutent leur peine, les personnes exécutent leur peine, et que la plupart du temps, elles font remonter. C'est-à-dire que cette visite, quand elles observent des choses qui pourraient être problématiques, elles les font remonter au CPIP, voire au DSPIP. DSPIP. J'ajoute aussi que il y a longtemps, c'est-à-dire au début du bracelet, les CPIP se déplaçaient au domicile des personnes qui allaient avoir un bracelet, et donc elles avaient un contact avec cet espace-là. Maintenant, par manque de temps, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, l'augmentation du nombre de mesures à traiter et des démarches administratives administratives à réaliser, elles ne le font quasiment plus. Moi, j'ai vu encore une CPIP qui le faisait systématiquement pour arriver à avoir une idée un petit peu de l'espace dans lequel la peine est exécutée. Ça les aide, elle en tout cas, ça l'aidait aussi dans le suivi de ces personnes parce que, disons que quand l'espace était très exigu, elle avait tendance à être un peu moins d'être un peu plus souple sur d'éventuels écarts quelques minutes des personnes qu'elle suivait. Donc il y a aussi ça, il y a le fait que en fait, les CPIP ont de moins en moins de contact direct avec l'espace dans lequel résident les personnes. Ils peuvent le faire encore, mais très ponctuellement. D'accord, merci. Et du coup, on a une question aussi là qui concerne la comparution immédiate. Et est-ce que du coup, à ce moment-là, il peut y avoir un bracelet électronique? Je vous avoue que j'imagine, oui. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas, mais là, Je crois que c'est très complexe parce que le problème des comparutions immédiates, c'est justement qu'ils n'ont pas le temps d'instruire pour savoir si le placement en bracelet électronique est faisable là où on l'indique. Donc, je crois que ça reste complexe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il me semble que ce n'est pas forcément évident. Enfin, du moins, vu le temps qu'ils mettent à instruire le fait de savoir si le lieu où on va est éligible, etc., en comparution immédiate, c'est peut-être pas évident pour les avocats d'apporter preuve du placement, la possibilité du placement. On a aussi une intervention dans le chat qui concernait une personne déléguée du défenseur des droits qui mentionnait le fait qu'effectivement, les personnes sous bracelet électronique peuvent saisir le défenseur des droits notamment. Alors, j'ai envoyé un message en privé pour savoir si la personne voulait intervenir, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc, si d'autres questions surviennent, n'hésitez pas. Alors, on a une autre réponse. Alors, oui, c'est la DDSE ab initio. Donc, le juge en CI prononce une peine aménagée d'office, mais cela repasse en général ensuite par le JAP, puis le SPIP pour fixer les modalités, notamment horaires. Voilà, ça c'est pour répondre notamment à la comparution immédiate, il me semble.
Moi aussi. Alors, si vous avez de dernières interventions éventuellement à faire, elles sont les bienvenues, évidemment. Mais sinon, éventuellement, si aussi euh, Franck et Camille, vous auriez un mot de la fin ou quelque chose à préciser avant que peut-être on pense à terminer dans pas très longtemps l'intervention, enfin la conférence. Je crois qu'on a déjà pas mal parlé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Oui, ouais, de mon côté, en tout cas, je vois pas autre chose. Eh ben, écoutez, je pense que... Alors, on a une petite question de la fin. Camille, quelle sera votre première folie dès lors que vous n'aurez plus votre bracelet? Je pars en vacances. Et voilà, c'est pas très long parce qu'on vient d'attaquer le travail, donc on peut pas poser très longtemps, mais on part en week-end. Je pars au bord de la mer. Voilà, on part en vacances. C'est, je pense, qu'il m'a le plus manqué pouvoir bouger. Donc, je pars en vacances. C'est la première folie. Et j'ajoute que c'est quelque chose qu'on entend très fréquemment et très souvent la mer. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec des horizons ouverts, mais c'est très fréquent que les placés fassent ça, partir en week-end ou en vacances et a fortiori à la mer. C'est l'instinct de liberté. Et d'ailleurs, le bracelet peut-il aller sous l'eau, enfin dans l'eau? C'est une question. Alors ça, j'ai appris ça dernièrement, donc j'aurais aimé savoir ça l'été dernier, mais visiblement oui. En gros, donc bien évidemment, donc, on peut aller à la douche. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas l'immerger quand on est en heure de restriction, c'est-à-dire les heures où on est chez nous. Je ne peux pas aller prendre un bain, par exemple, mais si c'est des heures d'ouverture et que je vais me baigner dans un lac, c'est possible. Visiblement, le bracelet tient le choc. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est justement aller à la mer parce que le sel attaque le bracelet. Mais sinon, on peut se baigner en effet la journée, mais c'est quelque chose qui n'est pas dit du tout. Donc, on n'est pas au courant. Je pense que beaucoup de placés ne sont pas au courant qu'on peut aller se baigner la journée. Donc, moi, je l'apprends à la fin de mon bracelet, mais voilà, c'est quelque chose de possible. Eh ben, merci beaucoup pour ces dernières interventions. Donc, on leur a vu la surveillance électronique, d'une part par la souffrance qu'elle inflige au porteur ou à la porteuse, et bien une peine dans toutes ses dimensions punitives, mais aussi par tous ses caractères restrictifs. Et voilà. Mais du coup, les questions qui ont été soulevées, c'est est-ce que le bracelet électronique possède en tout cas une pertinence en tant que dispositif alternatif à la prison. Donc en tout cas, moi je remercie énormément à la fois Camille et Franck de nous avoir transmis des témoignages, des connaissances et d'avoir fait vivre en tout cas cette discussion qui nous aura permis d'avancer ensemble. On peut remercier aussi l'OIP d'avoir organisé la conférence et à tout le monde aussi, à toutes et tous qui ont participé de par les questions et les remarques, qu'elles soient des témoignages ou autres, d'avoir participé à cette discussion. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci.